Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je suis ici pour vous parler pendant 45 minutes du triage et du dépistage des troubles vasculaires en musculo-squelettique. On va essayer de voir les grandes lignes ensemble, puisque évidemment, c'est des troubles qui sont très complexes et on ne peut pas tout voir en seulement 45 minutes. Avant ça, je me présente, je m'appelle Olivia Ferrand, je suis ostéopathe depuis 2019. J'exerce en cabinet depuis 2019, je me suis installée directement et je reçois des patients principalement pour des troubles musculo-squelettiques, il y a un peu de triage neuropériphérique, vasculaire. Et j'ai le compte Instagram Touch of Science où je partage des informations vulgarisées sur toutes les données en relation avec les troubles musculo-squelettiques, de la neuropériph et des troubles vasculaires aussi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai des liens d'intérêt à déclarer. Le premier, c'est avec Flammarion, chez qui j'ai écrit un livre qui s'appelle « Tiens-toi droit » avec Antoine Coulis, qui est kinésithérapeute, et où on va aborder tous les mythes qu'on peut voir dans les consultations, le bassin décalé, la vertèbre déplacée, etc. Tout ça sur le dos, la douleur, tout ce qui revient de la part des patients. Ce n'est pas trop en lien avec ce dont on va parler aujourd'hui. En revanche, j'ai un deuxième lien d'intérêt avec Physio Learning, chez qui justement j'ai une formation que j'ai faite avec Brian Littré, kinésithérapeute, sur les troubles vasculaires qui miment des pathologies musculo-squelettiques. Et là, on est complètement dans le sujet d'aujourd'hui, donc méfiez-vous de tout ce que je vais vous dire. Peut-être que j'essaye de vous vendre ma formation. Donc, la conférence, elle sera en 3 grandes parties qui vont s'articuler autour de 3 questions. La première, c'est est-ce que les troubles vasculaires sont dans vos cabinets? Parce qu'un argument qu'on entend souvent, c'est ce sera un patient dans notre carrière, on ne les voit jamais, on n'a que du musculo-squelettique ou alors des pathologies en lien avec l'aspect dans lequel vous travaillez, mais les troubles vasculaires, on ne les voit pas. Ensuite, on verra sur quels arguments est-ce qu'on peut élever notre niveau de suspicion. Et ensuite, est-ce que c'est nécessaire en kiné, puisque vous n'avez pas l'accès direct. Normalement, les patients qui viennent vous consulter ont déjà vu un médecin avant. Donc, on va faire un petit peu de rappel épidémiologique. Au niveau mondial, donc, les troubles cardiovasculaires, c'est la première cause de décès. Ça représente 32% de la mortalité et 18 millions de décès en 2019. C'est 38% des décès prématurés. Donc, 38% des décès prématurés, c'est décès avant 70 ans. Et la plupart sont évitables avec du lifestyle, avec une meilleure prévention, avec une meilleure prise en charge. On pourrait en éviter beaucoup. Ça, c'est au niveau mondial. Si on regarde maintenant au niveau de la France, c'était 140 000 décès en 2020. C'est la deuxième cause de mortalité en France, après les cancers. Donc, ça représente 25%. C'est 35% des décès prématurés, donc à peu près un tiers, comme au niveau mondial. En revanche, si on regarde par sexe, c'est la première cause de mortalité chez les femmes, c'est la deuxième chez les hommes. Et ça, c'est le premier point que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui. C'est qu'on a beaucoup en tête le cliché de les troubles cardiovasculaires, c'est les mecs de 50 ans avec un gros bide à bière, qui boivent du vin, qui mangent de la charcute, qui sont sédentaires, etc. C'est complètement faux. Et d'ailleurs, vous voyez donc que c'est la première cause de mortalité chez les femmes. Et on a un énorme gender gap, en gros, qui s'explique par le fait que au début, quand on a commencé à s'intéresser à ces troubles, on a eu énormément d'hommes dans les essais contrôlés. Donc, on a récolté des datas sur les hommes. Donc, on est devenu compétent pour reconnaître les présentations masculines et les présentations féminines. Elles ont des différences qui sont légères, mais qui vont faire que les médecins passent plus à côté. Ça, c'était au début. Ça tend à se normaliser, mais il y a encore des différences dans la littérature. Et on a même des données sur le fait qu'en fait, un mec qui a une douleur à la poitrine, il va direct flipper « Ah, mon cœur, je vais chez le médecin, je vais aux urgences, blablabla ». Les femmes, quand elles ont des douleurs thoraciques, elles ne vont pas forcément penser à l'hypothèse cardiaque. Elles vont se dire « Oh, ça va passer ». Ça doit être du reflux, elles prennent des oméprazole, des trucs comme ça, elles attendent et donc du coup elles vont se présenter chez le médecin à des stades plus avancés de la pathologie avec du coup leurs caractéristiques féminines, donc les médecins peuvent aussi plus facilement passer à côté. Et également, comme on a le cliché qui reste de ça reste essentiellement une pathologie d'homme, elles vont avoir moins tendance à s'engager dans les essais contrôlés
pour donner des datas sur les femmes. Contrairement à si on dit cancer du sein, endométriose, etc., elles se sentent très impliquées, elles vont avoir facilement tendance à s'engager là-dedans. Sur les pathologies cardiaques, elles n'en ont toujours pas conscience, donc on lutte encore là-dessus. Mais du coup, est-ce que ces patients sont dans vos cabinets? Vous imaginez bien que déjà, si ça tue un tiers de la population, a priori, il n'y a pas de raison que ça ne fréquente pas vos cabinets. Du coup, j'ai des petites questions. Qui, au cours du mois passé, a vu des pathologies cardiovasculaires en cabinet? Qui a vu des facteurs de risque cardiovasculaires? Ok. Je dis cabinet ou stage, hein, si vous êtes étudiant. Qui a recherché des pathologies cardiovasculaires à l'anamnèse? Ouais. Qui a recherché des facteurs de risque cardiovasculaires? Ok. Qui, du coup, a pris l'attention à un patient qui avait une maladie cardiovasculaire ou un facteur de risque? Ok. Là, il y en a un peu moins déjà. Et qui a pris l'attention à un patient qui n'avait pas de maladie cardiovasculaire ni facteur de risque, mais juste pour avoir une idée du profil de la personne qui se trouve en face et qui va être amenée à traiter? Ok. C'est assez représentatif de ce qu'on a pu voir dans des études qui ont 20 ans d'écart, qui s'intéressaient à quelle fréquence les kinés vont justement récupérer ces données chez les patients. En 20 ans, il n'y a pas eu tant de progrès que ça. On avait environ... c'était des kinés qui travaillaient dans différentes structures. Donc, il y avait structures hospitalières, libérales, etc. Globalement, il y avait 4% qui prenaient toujours l'attention. Et leur raison, c'était que c'était dans les règles, imposées par les règles de la structure dans laquelle ils travaillaient. On avait environ 38% qui la prenaient jamais. Et je crois que ça allait jusqu'à 70% qui prenaient jamais ou rarement. Pourtant, dans ces kinés-là, quand on leur demande « Est-ce que vous avez vu des pathologies cardiovasculaires ou des facteurs de risque au cours du mois passé ?» Les 3/4 en ont vu. Et quand on leur demande pourquoi ils ne prennent pas, ils répondent que ce n'est pas important pour leur population de patients. Donc on voit bien qu'il y a quand même un décalage entre la population qu'ils reçoivent et le triage qu'ils font dans leur cabinet. Maintenant, est-ce que vous avez de l'arthrose dans vos cabinets? Des patients avec de l'arthrose? Ouais. Ok. Alors du coup, il y a une revue systématique d'études observationnelles. Donc là, on prend une photo de la population d'arthrose, on prend une photo de la population saine et on étudie la prévalence de différents trucs. Okay, c'est vraiment de la corrélation, c'est pas du lien de cause à effet. Mais on s'est rendu compte que dans la population d'arthrose, il y a plus d'HTA que dans la population saine. Il y a plus de diabète de type 2. Il y a plus d'obésité. Et il y a plus de dyslipidémie. Entre autres parce que l'arthrose, c'est aussi une pathologie métabolique. Ça, c'est la référence, si vous voulez. Est-ce que vous avez des lombalgies? Ouais, jamais. Du coup, pareil, sur une étude observationnelle, on s'est rendu compte qu'il y avait une association entre la lombalgie et un IMCO, du cholestérol total élevé, des triglycérides élevés, du tabagisme actuel ou ancien et de l'HTA. Et donc, avec ces associations, que ce soit pour la lombalgie ou pour l'arthrose, il n'y a pas de raison de penser que vous avez tous les patients lombalgiques ou tous les patients atteints d'arthrose qui n'ont pas ces facteurs de risque cardiovasculaire. Vous recevez en fait un échantillon qui est représentatif de ces populations-là. Donc oui, vous avez ces facteurs de risque et ces pathologies cardiovasculaires dans vos cabinets. Et les populations d'arthrose, je précise, c'était sur des arthroses de genoux, des arthroses de mains, des arthroses généralisées et des arthroses cervicales. Ça, c'est la ref, si vous voulez. Est-ce que vous avez des douleurs persistantes? Ouais. Et bien pareil, sur le même principe, on s'est rendu compte qu'il y avait une association entre les douleurs persistantes et une plus grande mortalité cardiovasculaire, les maladies cardiaques et les maladies cérébrovasculaires. Donc pareil, a priori, vous recevez un échantillon représentatif de ces populations dans vos cabinets. Il y avait un Américain, je n'ai pas mis la référence là, mais qui s'était intéressé à la population qui consultait en physiothérapie aux États-Unis et qui s'était rendu compte que
il y avait effectivement une population représentative de la population générale qui consultait en kinésithérapie avec des prises de médicaments, des maladies cardiovasculaires, etc., voire que c'était surreprésenté en kinésithérapie. Par exemple, si on prend l'exemple de l'hypertension, c'est 1 adulte sur 3 après 30 ans. Il y a 1 personne sur 2 qui ignore qu'elle est hypertendue. Et il y a 1 personne sur 5 qui est stabilisée. Donc, c'est aussi un rôle dans la santé publique que vous avez de dépister l'hypertension parce que c'est des coûts monstrueux pour la santé, c'est des mortalités qui sont évitables. Et aussi, ces dernières années, on a beaucoup parlé du psycho, des facteurs cognitifs chez le patient, d'apprendre à connaître qui est en face de nous, etc. C'est super, c'est vraiment hyper important et je défends ça complètement. Mais quand c'est fait à l'extrême, je trouve que ça s'est fait un peu au détriment du bio. Et en fait, il y a une réalité biologique dont on ne peut pas se passer. Et savoir qui vous consulte, qui est en face de vous et qui vous allez traiter, ça passe par le profilage vasculaire de votre patient. Il y a très peu d'hypertendus qui sont stabilisés parce que c'est majoritairement asymptomatique. Les patients, ils se sentent bien, ils n'ont pas forcément envie d'aller prendre leur traitement, ou alors ils oublient, parce que le diabétique, il ne prend pas son insuline, il va vite le savoir. L'hypertendu, il y a des gens, ils arrivent au cabinet, ils sont à 18 en systolique, mais c'est chill, ça va, hein, ils vont bien. Donc, raison de plus pour profiler vos patients, au-delà de est-ce qu'il y a une pathologie cardiovasculaire. Ensuite, deuxième partie, donc sur quel signe s'alarmer, c'est quoi pour vous un red flag ? Ok, la définition, est-ce que s'il y a un red flag chez votre patient, vous ne le prenez pas en charge? Pas forcément, ouais. Donc les red flags, c'est des caractéristiques de l'anamnèse ou de l'examen clinique qu'on pense être associées à un plus haut risque de pathologie sérieuse. On pense être associés. Les red flags, ils ne sont pas hyper fiables, ils ne sont ni diagnostiques ni pronostiques, mais on n'a rien de mieux. Donc on fait avec ça. Voilà, et comme je vous disais, un drapeau rouge, c'est pas un feu rouge. Et en fait, pour chaque patient qui se présente à vous, peu importe le motif de consultation, il y a une hypothèse vasculaire qui existe pour le patient et ça va être à vous d'évaluer son niveau de vraisemblance en fonction de l'anamnèse, en fonction des red flags et en fonction des autres hypothèses que vous avez. C'est-à-dire que si vous arrivez à confirmer d'autres hypothèses, ça va plutôt faire perdre de la valeur à l'hypothèse vasculaire. Si les autres hypothèses, elles ne sont pas cohérentes avec votre examen clinique, votre anamnèse, c'est l'hypothèse vasculaire qui va prendre de la valeur. Et donc, en fait, c'est très rare qu'il y ait un red flag qui vous dise « Ah, celui-là, c'est sûr, il dégage » ou « Celui-là, c'est sûr, je peux le prendre en charge ». C'est toujours à recontextualiser avec l'anamnèse, etc. Donc, vous allez toujours le placer sur un continuum. Et du coup, ça introduit nécessairement la notion de safety netting. Ça vous parle ou pas, ça? En gros, c'est vous placez votre patient entre ça pue, ça dégage ou c'est OK, je peux le prendre. Et en fait, c'est un entre-deux. Et plus vous allez vous entraîner au raisonnement clinique, plus vous allez obtenir une reproductibilité intra-clinicien avec vous-même et plus vous allez affiner et être compétent pour raisonner avec ces outils. Mais en gros, le safety netting, c'est genre, ça pourrait puer, mais en même temps, ça pourrait être OK. Et du coup, vous allez le prendre en charge quand même. Mais le filet de sécurité, c'est des stratégies de management qui vont être utilisées pour les personnes qui pourraient avoir une pathologie sérieuse où vous allez dire aux patients, je vous prends en charge, mais il y a tel signe à surveiller. Si ça arrive, qu'est-ce qu'il faut faire et dans quel délai? Et il y a des recommandations qui sont sorties sur ça pour le syndrome de la queue de cheval. C'est les seules recommandations que je connaisse. Et du coup, il faut que vous ayez toujours un safety netting à conseiller à votre patient. Et évidemment, ça ne va pas être le même si vous suspectez un syndrome de la queue de cheval que si vous suspectez un infarctus. Donc, il faut adapter à chaque fois. Donc maintenant, si on rentre un peu plus dans le vif du sujet, sur quels critères augmenter votre vigilance? Le premier, ça va être la temporalité. Mais évidemment, je vais faire une réponse de kiné, ça dépend.
C'est-à-dire qu'un patient qui a mal à la tête depuis 2 jours, ça va augmenter votre niveau de vigilance, mais plutôt sur peut-être un truc urgent, aigu. Mais un patient qui a mal depuis 10 ans, et on verra des cas cliniques après, bah, ça doit aussi faire augmenter votre niveau de suspicion, mais pas pour les mêmes pathologies. Et vous verrez qu'en fait, on va augmenter notre niveau de vigilance sur des critères différents selon vraiment le cadre clinique qui se présente à nous. Un truc assez classique dans les troubles vasculaires, ça va être la douleur d'effort ou la claudication intermittente. C'est-à-dire que quand vous allez demander plus d'effort à votre muscle, le sang va moins bien passer, vous allez avoir des douleurs en lien avec une ischémie. Maintenant, une claudication intermittente, est-ce qu'elle est vasculaire? Est-ce qu'elle est neurogène? Il faut faire un bilan neuro. Et donc le bilan vascu, ça passe aussi par faire un bilan neuro qui est carré. Des échecs de traitement probants pour la pathologie qui était supposée, ça doit aussi élever votre niveau de suspicion. Par exemple, la tendinite, pour ne citer qu'elle, c'est un truc qu'on entend tout le temps. Le nombre de tendinites qui ne sont pas des tendinites, c'est incroyable. Et donc vous verrez, je pense, ou vous voyez sûrement déjà qu'il y a des grands fléaux dans la pratique qui sont la tendinite, le stress, la douleur chronique. Et dans ces étiquettes-là, vous avez un tas de gens qui ont mal été évalués, qui sont mal diagnostiqués. Du coup, quand vous voyez ça, ça augmente votre niveau de vigilance nécessairement. Ensuite, vous allez voir que l'examen clinique pour les troubles vasculaires, il est assez pauvre. Et donc, au final, c'est vraiment creuser à fond l'anamnèse. Donc, vous allez vraiment poser plein de questions à votre patient, dans le but de savoir qui est en face de vous, justement. Dans les antécédents perso, donc moi, j'ai envie de savoir est-ce qu'il y a des maladies qui sont connues, etc. Vous pouvez en citer, parce que parfois, ils n'y pensent pas forcément. Insister, parce que parfois, quand ils ont un traitement, ils pensent qu'ils sont plus malades. Et quand vous allez demander justement les médicaments, ils vous disent « Ah oui, il y a ça, il y a mon insuline, il y a mon truc pour le cholestérol, machin. » Donc au pire, vous avez un backup après, mais demandez bien toutes les maladies. Demandez les hospitalisations. Parce que parfois, vu que c'est du passé, que c'était des trucs ponctuels comme ça, ils oublient, mais qu'ils ont un organe en moins ou des trucs comme ça, ça peut être bon à savoir. Les passages aux urgences, ça c'est hyper important. Moi, j'ai envie de savoir pourquoi mon patient, à un instant T, il a jugé utile d'aller voir aux urgences s'il était en train de crever ou pas. Et là, on a des datas là-dessus sur des personnes qui ont consulté aux urgences pour des douleurs thoraciques où ils ont été classés en 3 groupes, des douleurs cardiaques, des douleurs non cardiaques et des douleurs on ne sait pas, on n'a pas trouvé. On s'est rendu compte que dans le dernier groupe où on ne sait pas, ces gens-là, dans l'année, ils vont faire significativement plus d'événements cardiovasculaires indésirables que le groupe qui n'était pas cardiaque. Et aussi, vous allez aux urgences, vous avez mal à la poitrine, on ne sait pas ce que vous avez mal, vous allez consulter, chez qui on va, médecin, éventuellement kiné. Donc ça, vous voulez le savoir. Ensuite, évidemment, quel traitement il prend, puisque chimie hyper important, ça peut aussi faire revenir les maladies qu'il a oublié de vous dire juste avant. Pour les femmes, je fais préciser la pilule parce que parfois c'est tellement banalisé qu'elles ne pensent pas à le préciser, mais du coup, énorme signal d'alarme pour du veineux. Et est-ce qu'il prend les traitements? Très important aussi, parce que parfois quand ils sont prescrits, c'est pas obligé qu'ils les prennent, notamment les hypertendus, ou alors demander s'il y a des oublis de traitement, ça peut arriver aussi. Je veux savoir les antécédents familiaux et les mutations génétiques connues, donc que ce soit de la pathologie cardiovasculaire, de la pathologie neuro, des mutations génétiques de peu importe quoi que ce soit. Ça, j'ai envie de savoir. Ensuite, le style de vie, donc le régime alimentaire, évidemment, ça a une importance énorme dans la prise en charge des troubles cardiovasculaires. Je veux savoir s'il y a des catégories d'aliments qu'il a complètement exclus ou pas. Ça peut un peu orienter pour du neuro, sur certaines carences. Mais du coup, de valider du neuro, ça va baisser le niveau de vigilance sur le vascu, donc ça vous aide dans le raisonnement clinique. Les compléments alimentaires, parfois il y a des gens qui se gavent de compléments alimentaires et ils s'induisent des troubles tout seuls. Alcool, hyper important.
En France, les recommandations, c'est... vous savez ce que c'est les recommandations en France? Ouais, c'est 10 verres par semaine. C'est une hérésie. Donc c'est 10 verres par semaine, pas plus de 2 par jour et pas tous les jours. En réalité, il n'y a pas de dose en dessous de laquelle l'alcool n'est pas nocif. Donc ça donne aux patients un espèce de faux sentiment de sécurité de je dépasse pas ça, c'est ok. Mais non, c'est nocif à partir de n'importe quelle dose. Et je fais préciser que le vin, la bière et le cidre, c'est de l'alcool parce que c'est pas évident pour tout le monde. Le tabac, je demande toujours le tabac actuel ou même ancien. Les drogues, je l'ai inclus dans mon anamnèse de manière systématique depuis pas longtemps. Et j'ai un peu trop souvent un truc à écrire, je trouve. Globalement, les drogues, elles sont toutes cardiostimulatrices, sauf les opioïdes et la kétamine, où là, vous allez avoir des hypotensions, des bradycardies. Et les athlètes, ça, je pense qu'on ne le demande pas assez, mais alors pas le mec qui va faire un footing le dimanche, mais l'athlète qui est soit amateur, mais hyper impliqué dans le sport, soit en compète. J'ai envie de savoir s'il y a des produits dopants qui sont passés par là. Et j'attends pas d'avoir un gars qui ressemble à Arnold Schwarzenegger en face de moi pour suspecter du dopage. Aujourd'hui, le dopage, c'est beaucoup plus fin que ça et c'est beaucoup plus discret. Sachant que tous les produits dopants ont des effets indésirables au niveau cardiaque. Voilà. Le niveau d'activité physique, bon ça en général on le demande. Globalement, pas assez d'activité physique, on n'aime pas trop, mais trop d'activité physique, c'est pas hyper bien non plus, où le patient il va être plus à risque pour des pathologies comme la fibrillation atriale, des choses comme ça. Évidemment, les signes cardio, palpitations, essoufflement, œdème des membranes, tachycardie, bradycardie. Il y a un questionnaire de dépistage des douleurs neuropathiques qui s'appelle le DN4, qui est en 3 paragraphes. Le paragraphe du milieu, donc fourmillement, engourdissement, picotement, ça peut être des signes de pathologie vasculaire aussi. Et donc à l'examen clinique, au final, c'est assez pauvre. Il y a la tension artérielle. Je fais un atelier à 16h30 sur comment systématiser la prise de tension, si vous voulez. Il y a la prise d'époux, mais ce n'est pas hyper fiable. Il y a l'examen neuro pour faire un diagdiff avec du neuro et du coup, plus ou moins valoriser l'hypothèse vasculaire. En fonction du contexte, il y a l'examen des paires crâniennes. Je fais un atelier avec Romain demain à 16h30 et il y aura l'examen des paires crâniennes dedans, si vous voulez. Donc voilà, pour mettre en pratique, on va faire quelques cas cliniques. Celui-là, c'est un cas clinique qui est assez connu dans le raisonnement et le triage. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un cycliste de 18 ans qui est en très bonne santé, qui commence à avoir des douleurs dans la fesse et à la face poste de cuisse quand il fait du vélo. À l'IRM, il y a des protrusions discales mineures sur L4, L5, S1. Il y a un léger conflit sur le tissu neural. Et l'examen neuro, il est normal. Là-dedans, qu'est-ce qui doit augmenter votre niveau de vigilance? Ouais, la douleur qui augmente avec le vélo. Autre chose ou pas? Examen neuronormal, c'est un cycliste, ouais. Potentiellement, il se dope, ouais. Ok. Donc ce mec, il a été consulté en kiné. On lui a dit qu'il avait une sciatique. Il fait de la kiné, ça passe pas. Et il a fait, pendant 20 ans, il a fait de la kiné, on lui a tout dit. Donc il y a une jambe courte, c'est un bassin décalé, vos vertèbres, elles sont instables. Vous êtes trop mobile, vous n'êtes pas assez mobile. Il a fait du Mackenzie, il a blindé d'extension, ça lui a fait une lombalgie après. Infiltration, ça n'a pas marché. Au bout de 20 ans, on lui dit monsieur, vous avez une douleur chronique. Merci Einstein. Et donc, du coup, on va vous faire les approches contemporaines de la douleur chronique, donc des TCC, de la CFT, etc. Jusqu'au jour où le gars, il a 53 ans, ça fait 35 ans qu'il a mal. Il y a un mec qui va enfin explorer le système artériel dans les conditions qui reproduisent ces symptômes. Donc en fait, il va faire un index de pression systolique. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est le ratio de la tension à la cheville sur la tension la plus haute des 2 bras. Il fait ça au repos. Donc déjà au repos, les valeurs, elles sont critiques. Il le fait à l'effort, ça drop complètement, c'est encore pire. Et donc en fait, il va passer une angio-IRM. Il a un stade avancé d'endofibrose de l'artère iliaque. Il se fait opérer et il n'y a plus rien. Donc la conclusion de ce truc, c'est que déjà,
Ces dernières années aussi, on a pas mal entendu des trucs sur la sensibilisation centrale, que ça imprime des cartographies de la douleur dans le cerveau, je sais pas quoi. Déjà, c'est très discuté. C'est un peu faux de le vulgariser de cette façon. Et il y a toujours cette réalité biologique qui fait que quand il y a une cause, et en l'occurrence une ischémie, vous enlevez la cause, vous enlevez la douleur, et qu'après 35 ans, il n'y a quand même pas de la douleur qui est imprimée et qui reste en fait. Vous enlevez la cause et ça part. C'est pas toujours le cas évidemment. Et autre chose, du coup, les raisonnements sur les troubles cardiovasculaires, au final, c'est du savoir, parce qu'il y a des patterns cliniques à reconnaître. C'est du savoir-être pour poser les bonnes questions. Et c'est du savoir-faire pour faire les bons tests. En l'occurrence, lui, il y a un pattern clinique, c'est que il est cycliste. Le cyclisme, c'est le sport où il y a la plus grande prévalence d'endofibrose de l'artère iliaque à cause justement des hyperflexions dans la hanche. Il pourrait y avoir des facteurs génétiques, il pourrait y avoir d'autres facteurs. Et pour une fois, peut-être que le psoas a un rôle justement avec l'hypertrophie. Mais donc du coup, en fait, d'avoir ce schéma clinique déjà imprimé dans la tête, ça permet d'être directement plus alerte sur un tableau clinique comme ça. Ça, c'est la référence si vous voulez. Cas clinique numéro 2, vous êtes kiné dans un club de running et vous avez un gars de 22 ans, donc sport d'endurance, course à pied, il n'est pas là pour être ici, ok, il veut taper des perfs. Il a un TDAH qui est traité par Adderall et il aime les boissons énergisantes avant ses entraînements pour faire des perfs. Et voilà, vous faites des soins classiques quand vous êtes en club de running. Est-ce qu'il y a des trucs qui augmentent votre niveau de vigilance là? L'Adderall, ouais. En fait, donc ce gars, il a fait un marathon, il est mort. Voilà. En gros, l'Adderall, donc c'est un produit dopant qui est interdit en compétition, sauf quand vous êtes diagnostiqué TDAH. C'est autorisé puisque c'est le traitement de votre pathologie. Sachant que l'Adderall, c'est assez nocif pour le système cardio. Donc, moi, tous les patients que j'ai eu sous Adderall, ils avaient eu un bilan cardio. Lui, il n'a pas eu de bilan cardio. Et donc, en fait, quand on lui a fait l'autopsie, on s'est rendu compte qu'il avait une mutation des canaux calciques qui se serait vue si on lui avait fait un ECG. Et du coup, qui dit mutation génétique, on a dépisté la famille, le frère avait une cardiopathie et la grand-mère aussi. Mais donc, du coup, devant un tableau clinique comme ça, qui est très loin du mec de 60 piges, qui est sédentaire, qui mange sa charcute et qui boit son vin, il y a quand même des éléments cliniques qui doivent vous faire dire que, ok, juste, je te demande juste si tu as eu un bilan cardio ou pas. Et ça, c'est la référence. Elle, vous connaissez? Ouais. Elle, du coup, c'est Alexandra Rosenfeld, c'est une ancienne Miss France. Cet été, donc tout ce que je vous raconte, c'est des trucs qu'elle a postés publiquement en story, donc voilà. Elle a des grosses refs. 37 ans, sportive. Elle a une lombalgie, une douleur dans la cuisse pendant le sport depuis 1 mois. Elle prend la pilule. Elle a vu un ostéo, il lui a dit c'est le psoas. Et du coup, elle étire son psoas, mais ça va pas mieux. Qu'est-ce qui vous fait augmenter le niveau de vigilance là? Douleur à l'effort. Pilule, ouais. Ok. Un jour, elle se réveille, elle ne peut plus marcher. Thrombose de la veine iliaque. Et quand je vous dis que c'est aussi du savoir, c'est-à-dire que elle, on lui a trouvé une thrombose de la veine iliaque. En plus de ça, on lui a découvert un syndrome de Coquette. C'est une compression de la veine iliaque par l'artère mésentérique. Et en fait, elle a le profil typique syndrome de Coquette. En gros, c'est des femmes longilignes, ultra fines. Toujours pas un vieux mec de 60 piges qui boit de l'alcool. 4e cas clinique, c'est une femme de 27 ans. Elle travaille dans la santé. Elle a des douleurs au tibia et au mollet dans un contexte de reprise progressive et adaptée de la course à pied. On lui a dit que c'était une périostite. Elle a fait du renfo et tout. Ça marche pas, elle a mis des semelles, ça marche pas. Ça fait 1 an. Elle fume. Elle a un IMC de 28, donc elle n'est pas en situation d'obésité, mais elle est un peu en surpoids quand même.
Elle prend 8 verres d'alcool par semaine et elle prend la pilule. Qu'est-ce qui augmente votre niveau de vigilance là? Ouais, tout, hein. Ok. Et bien là, vous faites un bilan neuro et un bilan vascu. Et il n'y a rien. Qu'est-ce que vous faites? Diapason, ouais. Ça donne rien, mais bonne idée. Au final, du coup, elle avait une fracture de fatigue. Le test du diapason était négatif, mais à la palpation, ça, elle, je l'ai eu en cabinet. À la palpation, c'était hyper sensible. Je lui demandais de sauter à cloche-pied. Ça reproduisait direct sa douleur. Et elle, qui travaille dans la santé, elle est arrivée en me disant c'est vasculaire, je suis sûre, regardez et tout, mais je veux votre avis. Et au final, c'est très bien d'augmenter le niveau de vigilance là-dessus. Parfois, dans les troubles cardiovasculaires, vu que les outils qu'on a pour les suspecter, ce n'est pas forcément ultra fiable, même avec des résultats négatifs, vous allez pouvoir insister pour avoir des examens parce que c'est cohérent avec l'anamnèse et que c'est l'anamnèse qui fait le plus gros dans les troubles cardiovasculaires, sauf quand il y a une autre hypothèse qui est plus probable et qui serait cohérente. Et là, le piège, c'était de foncer sur vascu, alors que la fracture de fatigue, c'est quand même très cohérent. Et donc, c'était des deux côtés, elle avait mal que d'un côté. Ensuite, dernier cas clinique, c'est un homme de 33 ans qui a des céphalées occipitales depuis 2 semaines sans raison, pas de facteur déclenchant, c'est des douleurs qu'il n'a jamais eues, ça a empiré pendant 1 semaine et maintenant ça s'est stabilisé à un stade où c'est quand même très douloureux. Il va voir un ostéo cette fois et l'ostéo, il fait son examen clinique, on ne sait pas trop comment. Il lui fait de la thérapie manuelle, il manipule les cervicales, ça soulage 24 heures, ça revient. Deuxième session, 10 jours après, il lui fait pareil, thérapie manuelle, il manipule les cervicales, dry needling. Là, ça aggrave les symptômes, le patient il est étourdi. Donc ça, c'est un vendredi. Du coup, le samedi, l'ostéo il rappelle le patient. Il lui demande comment ça va. Le patient lui dit c'est pire, ça va pas mieux, etc. L'ostéo, il revient faire une consulte à domicile. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la thérapie manuelle et il manipule. Là, le patient va direct gerber. Du coup, l'ostéo lui dit c'est bizarre, j'ai jamais eu ce genre de réaction, peut-être aller aux urgences. Le patient va aux urgences. Aux urgences, ils lui disent votre bilan neuro, il est normal, vous pouvez rentrer chez vous. Le dimanche, l'ostéo appelle le patient. Comment ça va? Ça va pas. L'ostéo lui dit allez aux urgences, il faudrait voir s'il n'y a pas une dissection. Il va aux urgences. Les urgences ne veulent pas faire d'examen. Il rentre chez lui. Le lundi, il va au travail. Il commence à perdre l'audition. Donc là, il va aux urgences. Et c'était un AVC. Il a fait un locked-in syndrome. Voilà. Conclusion, il y avait quand même des éléments de vigilance et parenthèse dans laquelle je ne vais pas rentrer, je ne vous conseille pas spécialement de manipuler les cervicales. Voilà, et donc toujours pas un mec de 60 piges qui est sédentaire. Du coup, est-ce que vous, en tant que kiné, vous avez besoin de ces compétences puisque théoriquement, les patients que vous voyez, ils ont vu un médecin avant? La réponse est évidemment oui. Premier truc, les patients, ils vous rajoutent des motifs. Moi, je me suis déchiré les ischios, donc j'ai consulté en kiné pour ça. J'ai commencé à avoir mal au dos. En théorie, il faudrait que je revoie un médecin, que le médecin il juge nécessaire de me prescrire de la kiné et que je retourne chez le kiné. En pratique, personne ne fait ça et je pense que vous l'avez tous eu en cabinet. Du coup, mon kiné il m'a fait un bilan lombalgie et donc, en fait, il a complètement la première intention de manière déguisée sur ce motif de consultation-là. Je vous prends un exemple, c'est hyper extrême. C'est un exemple que j'ai eu au CAB. Je pensais que ça arrivait qu'aux autres, ça m'est arrivé. Ça peut vous arriver à vous, ok? J'ai une patiente, genre début de vingtaine, qui me dit ouais, je la vois de temps en temps pour des douleurs persistantes lombaires. Ouais, il y a 5 jours, j'ai eu des déjà-vus et un peu des nausées. Ça dure genre 15 secondes.
Le lendemain, j'en ai refait 2 comme ça. Et le jour d'après, encore une. Mais là, ça fait 2 jours, c'est bon, j'ai plus rien. Moi, j'aime pas, ça élève direct une petite alarme dans ma tête. Je lui demande, est-ce qu'il y a de l'épilepsie dans votre famille? Est-ce que vous avez des antécédents d'épilepsie? Elle me dit non, non, non. Je dis, ok, bon, quand même, allez voir un médecin et demandez-lui si ça ne vaut pas le coup d'exclure ça. Le médecin, mais non, c'est pas la peine, c'est le stress. En plus, c'était genre Covid, confinement, enfin, période un peu relou où tout le monde était tendu. Allez voir une psy, ça va passer. Elle va voir une psy pendant 1 an. Au bout d'1 an, la psy lui dit, bon, on n'a pas trop de résultats, ce serait bien d'aller prendre l'avis d'un psychiatre. En attendant, ça s'est empiré, évidemment, elle tape 10 crises par jour. Le psychiatre tilt et lui dit, bah, là, ça ressemble quand même à des crises neuro. On va faire des tests. Donc, à l'EEG, il y a bien de l'épilepsie. Et surprise, à l'IRM, le stress, c'est une tumeur, ici, là. Voilà. Donc, en fait, c'est un peu extrême comme cas, j'avoue. Mais ça arrive à tout le monde et dans tous les cabinets. Et vous en aurez. Et il faut être alerte toujours sur ce que vous racontent les patients. Et comme je vous disais, dans stress, bah, y a beaucoup de trucs qui ne sont pas diagnostiqués, en fait. Deuxième truc, c'est le tableau clinique, il peut changer. C'est-à-dire que le patient il va consulter le médecin avec le symptôme X. Le médecin, il fait son bilan, il fait son examen, il dit, au vu du patient avec le symptôme X, je pense que la kinésithérapie, c'est adapté. Sauf qu'en fonction de là où vous habitez, etc., il y a un délai entre quand le patient il va chez le médecin et quand le patient il se retrouve chez vous. Et indépendamment de comment on va évaluer le symptôme X, il y a Y et Z qui peuvent arriver. Et du coup, vous retrouvez encore avec la première intention sur un patient avec un tableau X, Y, Z qui n'a pas été évalué par un médecin. Et donc, si on prend l'exemple de la dissection cervicale, par exemple, admettons, vous disséquez ici. Il y a quelques jours à quelques semaines qui vont être asymptomatiques. A priori, il y a pas mal de dissections cervicales qui sont asymptomatiques aussi, donc méfiez-vous. Mais quand c'est symptomatique, les premiers signes, ça va être non spécifique, céphalée, cervicalgie. Admettons, votre patient, il va voir le médecin ici. Le médecin, devant ce tableau-là, il se dit kiné, plus ou moins safety netting ou pas. Votre patient, il peut venir là, mais il peut venir là chez vous aussi. Et là, du coup, vous allez avoir la première intention sur ce tableau-là. Du coup, évidemment que c'est des compétences dont vous ne pouvez pas vous passer. Troisième truc, ça arrive, le médecin, il a pu se tromper. Donc en fait, l'avis du médecin, c'est bien. C'est pas possible, non, ça n'existe pas. L'avis du médecin, c'est toujours un truc à prendre en compte, mais ce n'est pas la parole divine. C'est un élément qui va vous aider à réfléchir et qui va vous aider à placer votre patient sur le continuum et sur de quelle manière vous allez élever votre niveau de suspicion. Mais ce n'est pas parce qu'il a vu un médecin avant que ça doit forcément vous rassurer. Nous, quand on était en ostéo, on se disait « Ah, c'est bon, il a vu le médecin avant, c'est détente ». Ce n'est pas détente du tout. Donc, comme je vous disais, les conditions, elles peuvent évoluer, les erreurs, ça arrive. Voilà, le fait d'avoir vu un médecin avant, ce n'est pas forcément feu vert. Du coup, pour conclure, ce que j'ai vraiment envie que vous reteniez, c'est que les troubles cardiovasculaires, ils sont dans vos cabinets. Il y a toujours une hypothèse vasculaire pour le patient qui est en face de vous, mais genre vraiment toujours, et c'est à vous d'évaluer son niveau de vraisemblance. Tous les types de populations sont concernés par les troubles cardiovasculaires, même en pédia. Okay. Moi, j'en parle jamais parce que je m'y intéresse pas et je pense que je suis dangereuse si vous mettez un bébé sur ma table. Mais même pour eux, il y a une hypothèse cardiovasculaire. Et les signes d'alerte, ça va toujours dépendre du tableau clinique qui est en face de vous. Vous n'allez pas vous alerter sur les mêmes. Et c'est la fin. Je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, je suis à vous. J'ai pas compris les signes qui t'ont fait penser à l'épilepsie tout à l'heure, sur le cas de la tumeur. Parce que, outre
Tu as différents types d'épilepsie. Tu as des épilepsies généralisées et tu as des épilepsies focales où tu peux avoir plein de signes différents en fonction de la partie de ton cerveau qui va rentrer en crise d'épilepsie. Et du coup, les déjà-vus, c'est très typique des épilepsies temporales. Ouais. Ah, un déjà-vu, c'est... tu es en train de vivre un moment et genre pendant 10 secondes, tu vas te dire « je savais qu'elle allait dire ça ». Ça marche? Ouais. Du coup, moi, ma question, c'était, je sais, il y a des formations où on voit vraiment pas du tout la cardio, on délaisse ça. Il y en a qui commencent aussi un peu à toucher à ça, donc on voit un peu ce dont on a parlé, infarctus, insuffisance cardiaque, vraiment les grands classiques, AVC, ce genre de choses. Mais là, notamment, tu parles de ce genre, le syndrome de Coquette, c'est ça? Et je sais que sur ton compte Instagram, tu vas parler d'autres choses, artères de poplité piégée, ce genre de choses. Est-ce que c'est des choses communes en vrai, ou est-ce que, on va dire, connaître les grands classiques, ça suffit? Comme si tu as un peu répondu à la question avec... Je pense que c'est des trucs à connaître. Syndrome de Coquette, on n'en entend pas beaucoup parler, mais en fait, c'est juste une variation anatomique qui touche à peu près 1/10 de la population, donc c'est quand même hyper fréquent. En revanche, c'est pas souvent symptomatique, mais c'est un truc qu'on retrouve de manière assez fréquente dans la population. Il y a une autre hypothèse qui fait qu'on pense que les troubles cardiovasculaires, ils sont sous-estimés. C'est parce qu'en fait, sur des trucs typiquement des syndromes de l'artère poplitée piégée, des syndromes chroniques des loges, du membre inférieur ou du membre supérieur, c'est que ça, vous le voyez quand vous allez un peu pousser votre système cardiovasculaire à l'extrême et que c'est pas une habitude de la population de se pousser à ce point. Et que si les gens faisaient plus d'activité physique, probablement qu'on en verrait beaucoup plus. Donc oui, c'est assez fréquent au final. Ouais. Concrètement, quand il y a une dissection, une dissection artérielle cervicale, on est un peu dans la merde, d'accord? Parce que c'est hyper compliqué à diagnostiquer. Concrètement, à part ne pas aller mettre de contraintes mécaniques sur l'artère, sur les artères cervicales d'une manière générale, quand on a un patient sur ce tableau clinique, qu'est-ce qu'on fait? Si tu es assez sûr de toi sur le fait qu'il y a une dissection, tu le renvoies. Ouais. Et si tu n'es pas sûr, tu te dis qu'il y a quand même plus de chances que ce soit pas ça, donc je le prends en charge, tu fais ton safety netting, tu le préviens sur si ça évolue comme ça, machin truc bidule. Et après, en termes de ce que tu peux faire, concrètement, de ce que j'ai lu de la littérature, sur les données, sur les manipulations cervicales, etc., c'est pas plus contraignant que de la thérapie manuelle cervicale, sauf qu'en fait, le sentiment que moi j'ai, c'est que on part du principe où ton patient il a déjà une dissection. Hein. J'ai l'impression que à partir du moment où tu l'auras pris en charge et qu'il faudra se protéger, tu seras beaucoup plus safe, toi, si tu ne l'as pas manipulé, parce que j'ai l'impression que dans l'inconscient collectif, tu es vraiment un assassin si tu oses manipuler une cervicale. Mais concrètement, si tu fais juste ta TM comme ça, en allant dans des rotations et tout, tu mets la même contrainte. Donc, pareil, si tu fais de l'effort physique, tu vas augmenter la systolique, ça peut plus facilement partir faire un AVC aussi. Donc en fait, il n'y a rien qui est vraiment bien quand on suspecte une dissection. C'est mieux de renvoyer, en vrai.